Eh bien, bonjour. Sur le plateau de la web télé de Salon CE, je reçois Mathieu Colombani, délégué général du Parti chrétien-démocrate. Bonjour Mathieu. Bonjour Jacques. Alors, ce matin, nous allons parler, et ce matin et tout au long de la journée sur Salon CE, on va parler de est-ce qu'il faut travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Ça va être le thème du débat que nous aurons à 10h30. Mais on se rend compte qu'en France, il y a beaucoup de travail, mais en fait, on manque cruellement d'emplois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Beaucoup de travail, pas d'emploi, et un emploi pour tous. Est-ce que c'est un rêve irréalisable ou est-ce que c'est quelque chose vers quoi on peut tendre ou qu'on peut espérer? Non, effectivement, il faut tendre vers l'emploi pour tous, mais je reviendrai sur la distinction entre emploi et travail. Du travail, il y en a en France. Nous le voyons bien, il y a des secteurs tels que l'hôtellerie, tels que la restauration ou certaines PME qui recrutent. Mais il n'y a pas d'emploi. Effectivement, depuis un an, on assiste à une casse sociale, puisqu'il y a eu près de 140 000 emplois secteur marchand qui ont été détruits en une année. On voit très bien que depuis que François Hollande est au pouvoir, il y a 1200 emplois détruits chaque jour. Mais le problème, la grande difficulté vient du fait qu'on ne laisse pas, on n'incite pas à l'emploi. Effectivement, des charges sociales trop élevées, une administration qui asphyxie nos chefs d'entreprise. Et donc il faut redonner du souffle. Je dirais qu'il faut passer d'une société de méfiance à une société de confiance et redonner un peu de fluidité sur le marché du travail. Alors, j'entends bien, mais on dirait qu'entre 2007 et 2012, on a eu une période où on a créé beaucoup d'emplois. Et pourtant, à cette époque-là, les employeurs, les patrons étaient beaucoup plus contents de la politique qui était menée en matière de crédit d'impôt, de bouclier fiscal pour les plus riches, etc. Et quand on a interviewé Jean Auroux au semestre dernier, on lui demandait s'il pourrait réécrire les lois Auroux aujourd'hui. Il nous a dit certainement pas. Quand on a écrit les lois Auroux, on avait affaire à des capitaines d'industrie. Aujourd'hui, on a des banquiers. Donc on a du mal à imaginer que les emplois sont trop chargés, comme disent les employeurs, alors que ce sont des cotisations. C'est du salaire différé plus que des charges. Et que l'argent va à l'argent. En fait, on rémunère du court terme au lieu de travailler sur du long terme. Et que notre pays, qui est un des plus compétitifs au monde, n'est pas celui qui a le travail le plus cher, puisque devant nous, des pays plus chers sont encore plus compétitifs au niveau de l'heure de travail. Et on a du mal à se dire, est-ce qu'on doit baisser les cotisations? Est-ce qu'on doit revenir sur le modèle social français et aller vers l'Espagne, le Portugal et la Grèce, qui eux ont des codes du travail beaucoup plus légers, des cotisations beaucoup plus légères, mais qui ne vont pas beaucoup mieux que nous, quoi. Derrière votre question, et je vous remercie de la poser en ces termes, il y a la question du système économique actuel, qui est basé sur la finance. Et j'en discutais récemment avec un DRH d'un grand groupe français qui me disait, mais moi je prends malheureusement mes ordres auprès d'actionnaires qui sont basés à Shanghai, New York ou au Qatar, et je me retrouve à mettre en place des plans sociaux face à des demandeurs que je ne connais même pas, que je ne verrai jamais, qui eux n'ont jamais mis les pieds dans mon entreprise. Donc il y a là un vrai problème structurel. Et nous le voyons bien, la crise que nous traversons n'est pas conjoncturelle, mais structurelle. Il faut repenser tout le système. Et tout à l'heure, quand je parlais de confiance sur le marché du travail, je pense aussi à l'auto-entrepreneur. Le gouvernement vient de s'attaquer à l'auto-entrepreneur que le gouvernement précédent avait mis en place et qui avait créé un peu d'emploi, qui avait redonné un peu de confiance. Alors, ce n'était pas suffisant, mais c'était une première piste. Et l'auto-entrepreneur, au final, c'était qui? C'était l'étudiant qui, à côté de ses études, commençait un peu à tâter un peu le terrain, à avoir un budget, à avoir des petits clients et à commencer une petite expérience professionnelle. Et ainsi, il prenait confiance en lui. Et là, aujourd'hui, l'auto-entrepreneur, c'était aussi quelqu'un d'autre. C'était celui qui, dans une grande entreprise, était pénalisé par un plan de sauvegarde de l'emploi, à qui on disait on va vous licencier, mais on va vous reprendre comme auto-entrepreneur. Comme ça, on plafonnera votre salaire à 32 000 euros par an. Mais c'est aussi la femme au foyer qui a une petite expérience à côté, un talent quelconque, et qui essaye aussi de vivre et d'avoir ses propres revenus. Donc on voit très bien que l'auto-entrepreneur, les profils sont très divers. Or, le gouvernement actuel fait tout pour restreindre cette prise d'initiative. Donc il convient de revenir à une culture d'entreprise, à une économie du réel, et c'est exactement ce que vous disiez à l'instant. Aujourd'hui, notre système est trop financier. Tout dépend de la finance. Il faut revenir à une société plus humaine, c'est-à-dire basée sur les relations, basée sur la prise d'initiative et sur l'entrepreneuriat.
Mais comment peut-on faire quand aujourd'hui on s'étonne que les Chinois, la Chine qui a été l'usine du monde avec des ouvriers qui travaillaient pour 3 fois rien, on commence à être outré par le fait qu'ils veulent des augmentations de salaire et donc on va vers l'Éthiopie où ils sont moins gourmands. Est-ce qu'on ne va pas délocaliser d'endroit en endroit et puis on va finir peut-être d'ici 100 ans à revenir en France parce qu'on sera les Éthiopiens dans 50 ans. Mais c'est la raison pour laquelle il faut aussi construire notre économie. Quand je parlais d'économie du réel, je parle aussi de l'incarnation sur nos territoires. Je parle des PME. Il faut favoriser l'implantation des PME parce que cet emploi est non délocalisable et permet aussi un aménagement du territoire, une mise en réseau entre les élus, les chefs d'entreprise, les chercheurs d'emploi et une souplesse aussi. Parce que la PME, elle arrive à aménager sa conduite plus facilement qu'une grande entreprise. Mais c'est là, je crois qu'on touche au cœur du sujet, parce qu'une PME, est-ce qu'on peut imaginer un pays de PME sans grandes entreprises? Je ne pense pas que ce soit possible, puisque en économie, tout est lié. On sait qu'il ne peut pas y avoir de petites ou de moyennes entreprises sans de grosses entreprises locomotives. Et ceci, au niveau des régions. Je parlais avec le ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, il y a une dizaine de jours, où il disait qu'une entreprise de charpente de 15 personnes qui meurt dans la Creuse, c'est une catastrophe économique pour tout un département. Mais au niveau du pays, je veux dire, on ne peut pas créer un réseau de PME sans qu'il y ait des grandes entreprises locomotives qui soient donneurs d'ordre. Vous avez entièrement raison. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, notre problème, c'est de permettre à ces PME, d'une part, de maintenir leur activité et d'autre part, de se tourner vers l'exportation et de passer de la PME de 15 salariés à 50, 80 ou 100. À une taille. Or là, nous avons un problème aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il faut donner plus de flexibilité, plus de souplesse. Une entreprise à 150, 200 salariés reste quand même sur son territoire avec, en règle générale, des emplois non délocalisables. Il faut favoriser la croissance des PME. Alors, favoriser la croissance des PME, donc, on dit alléger les charges, ce que vous appelez les charges. Mais est-ce que on ne risque pas là, en détruisant le modèle social français, de faire plus de mal que de bien? Et est-ce qu'on n'est pas là, rentrer dans un cercle vicieux qui ferait qu'en rentrant dans la course au dumping, on fabrique de la pauvreté dans ce pays, des travailleurs pauvres, oui, qui pénaliserait la croissance d'ailleurs? Je n'ai jamais eu dans mon propos, mon propos n'a pas pour objet de passer vers un système allemand. Il y a une différence entre donner un peu de souplesse, redonner du souffle et changer de modèle social. Le modèle social français a fait ses preuves. C'est un exemple. Seulement, il est essoufflé. Il arrive. Il faut lui redonner un souffle. Il faut passer la deuxième vitesse et l'adapter aussi à notre monde. Le monde a changé. On ne peut plus construire le marché du travail comme on le construisait il y a 50 ans. Je crois que là, on va rentrer déjà dans le domaine du débat que nous aurons à 10h30 et dans l'interview que je vais faire de Jean-Frédéric Poisson. Alors, en conclusion, la conclusion de cette interview sera l'introduction de l'interview que je vais faire de Jean-Frédéric Poisson. Est-ce que pour aller vers la modernité, on est obligé de revenir à ce qu'était le travail avant 1936 ? Je crois que nous traversons une période comparable à la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle. Nous avons bien vu que vers la fin du 19e, les questions actuelles se posaient déjà. Or, à cette époque, il y a eu des personnalistes, on n'appelait pas ça comme ça, d'autres appelleraient ça des humanistes, qui se sont levés. Je pense à Albert Demain, je pense à Léon Harmel, qui ont su remettre le travailleur au cœur de l'entreprise, qui ont su mettre des limites au tout financier. Et je crois que, en tout cas, en tant que délégué général du Parti chrétien-démocrate, j'essaye d'impulser ça, et Jean-Frédéric aussi. Il faut remettre l'homme au cœur de l'entreprise. Et pour cela, il faut oser. Il faut oser parler, d'une part, tout aussi bien d'allongement du temps de travail que du temps de repos. Et il faut tenir les deux, parce que les deux sont nécessaires, d'une part, à l'épanouissement de chaque travailleur et d'autre part au développement de notre société. Il faut aussi oser parler de la gratuité dans l'entreprise. Et voilà, il faut mettre ces sujets sur la table parce qu'il faut innover, il faut être audacieux aujourd'hui.
Je crois qu'être audacieux aujourd'hui est une bonne conclusion pour cette interview. Merci Mathieu Colombani d'être venu. Merci de la fidélité à Salon CE. Et on se retrouvera pour un débat sur Salon CE à Rouen la semaine prochaine, donc 24 et 25 septembre. Merci Mathieu. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour une autre interview sur le plateau de la web télé de Salon CE.